toutefois un peu plus faible. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. On ouvre ensemble ce 19-20 avec votre journal régional. Nous irons en Haute-Savoie dans un cabinet médical à Saint-Jean-de-Sixte qui va bénéficier du label cabinet de montagne, ce qui va lui permettre de s'équiper notamment d'un éco-doppler, le seul dans toute la vallée des Aravis. Et puis quand les petits poissons font tourner les têtes, nous irons musarder dans une bourse aquariophile à Champs-sur-Drac près de Grenoble. Passion poisson à fond et puis passion sport avec vous Frédéric Lefrançois. Bonsoir, et ce soir une page des sports aussi douce et colorée que l'automne. Nous aurons le droit à du hockey sur glace, un peu de ballon ovale avec du rugby, la revue du web, et puis ce soir notre dossier sport nous permettra de constater que nos sportifs de haut niveau font feu de tout bois en termes de préparation physique. La preuve avec les skieurs cross tricolores que nous avons rencontrés sans leur ski mais avec une raquette de squash en main, et tout ça pour être fin prêt pour la saison 2015-2016. Et on commence donc ce journal avec le combat contre la fameuse désertification médicale en montagne. L'Agence régionale de santé, l'ARS, a décerné au printemps dernier un label cabinet de montagne à une trentaine de structures en France. Il s'agit d'une aide à l'investissement pour que ces cabinets s'équipent de matériel de pointe. Céline Aubert-Aigré et Yves-Marie Glos sont allés aujourd'hui à Saint-Jean-de-Sixte dans l'un de ces cabinets. C'est un accident de montagne classique. Cette jeune femme est tombée sur son doigt au cours d'une randonnée au-dessus du Chinaillon. Il ne faudra toutefois que quelques secondes pour remettre la phalange en place et une radio pour s'assurer qu'il n'y a pas de déchirement osseux. On pensait vraiment pas pouvoir déjà avoir les radios, tout ça. On savait pas si le médecin de garde pourrait faire les soins et puis voilà, on savait pas trop. C'est vrai qu'on s'est dit s'il faut aller encore aux urgences, attendre. Enfin, on n'était pas rentrés quoi après. Le groupe médical de Saint-Jean-de-Sixte va bénéficier du label cabinet de montagne. Une aide financière pour investir dans un nouvel appareil d'échographie Doppler. Un matériel capable de déceler un accident vasculaire cérébral ou une embolie pulmonaire sans passer par la case hôpital. Ce type d'appareil d'échographie Doppler n'est plus présent dans tout le domaine des Aravis. C'est une aide importante à la population, puisque ça leur permet, sans se déplacer, de pouvoir accéder à une technologie de pointe et à des diagnostics précis. L'aide de l'État ne couvrira toutefois qu'une petite partie de l'achat. Favoriser l'équipement a un but, attirer les jeunes médecins. Les contraintes sont nombreuses, charges de travail, coût de l'immobilier, faible rémunération des actes. La médecine de montagne a du mal à séduire. C'est un exercice absolument passionnant, dans un cadre de vie superbe. Donc je pense qu'il faut que des jeunes médecins qui pour l'instant privilégient l'hôpital se réorientent, en particulier des urgentistes. L'achat du nouvel appareil est prévu fin décembre, pile pour la pleine saison hivernale. La population de Saint-Jean-de-Sixte, village situé au croisement des stations du Grand Bornand et de la Clusaz, est alors multipliée par 5. On reste en montagne, en Haute-Savoie, avec le téléphérique du Salève qui bat des records de fréquentation. Les passagers sont de plus en plus nombreux à emprunter les célèbres cabines rouges. 240 000 passages espérés d'ici fin 2015. Installation vieille de 85 ans qui mène au cœur du Salève, la balade dominicale par excellence, avec un panorama à couper le souffle. Reportage Marion Feutry et Serge Vorette. Monter dans le téléphérique du Salève ce dimanche, c'est d'abord affronter une longue file d'attente, de préférence avec philosophie. On attend depuis 20 minutes. Ouais, ça va. C'est correct, ça avance assez vite. Ensuite, forcément, il faut un peu jouer des coudes avant de prendre de la hauteur. 4 minutes 30 de trajet, 600 mètres de dénivelé pour une vue imprenable sur Genève et le lac Léman. Je trouve ça vraiment beau. Et puis, c'est mon dernier jour ici à Genève, donc c'est bien de voir quelque chose comme ça d'en haut. Les cabines du téléphérique déversent leur flot de passagers au cœur du Salève, à 1100 mètres d'altitude. Lieu de promenade dominicale par excellence, que se partagent randonneurs, vététistes ou parapentistes. Un très bon moyen de remonter. Non, franchement, les pistes, elles sont excellentes. Ici, c'est un bon endroit. Parce qu'il n'y a pas la chasse, parce qu'il y a la nature, tout est beau. Cette année, 240 000 passages enregistrés, 40 000 de plus que l'an dernier.
Pour cette installation, redémarrée en 1984, après 10 ans de fermeture et d'abandon, c'est un succès sans précédent. C'est du jamais vu en l'espace de 85 années. 2015 a été vraiment le record de fréquentation. Quand on connaît l'histoire du téléphérique, c'est une belle revanche. Et c'est un retour aux sources, puisqu'en 1932, quand il a été lancé, on faisait 1 à 2 heures de queue pour accéder au téléphérique. 85 ans après, le téléphérique se veut un moyen écologique et atypique de s'offrir cet autre panorama exceptionnel, du lac d'Annecy jusqu'au Mont Blanc. Et puis, à quelques encablures de la COP21, la conférence de l'ONU sur le climat regarde ce soir sur une conséquence de ce réchauffement climatique. Les Alpes, nos montagnes, s'effritent littéralement avec des éboulements de plus en plus fréquents. C'est toute la montagne qui est impactée. Reportage de Denis Sébastien, Jean-Claude Martin et Éric Jacquin. Tout à coup, un bruit assourdissant. Nous sommes dans le secteur de la Tour Ronde, dans le massif du Mont Blanc. Ah mais c'est incroyable! C'est un guide de haute montagne qui filme avec son téléphone portable. Sous ses yeux, tout un morceau de montagne qui s'écroule. À l'arrivée, comme des cicatrices sur la falaise. Cet été, on a recensé plus de 160 éboulements spectaculaires, contre quelques dizaines habituellement dans le massif. En cause, l'augmentation des températures qui atteint le permafrost, un mélange de glace gelé depuis des décennies qui, comme du ciment, maintient les rochers entre eux. Les températures, elles sont de moins en moins négatives et on a aussi des secteurs qui passent à température positive. Donc la glace, elle ne résiste pas, elle fond. C'est le ciment des montagnes qui disparaît et c'est vrai qu'en 2015, comme on a eu un été très très chaud, quasiment similaire à l'été caniculaire de 2003, on a eu un grand nombre de déstabilisations à travers les Alpes. Et voilà plusieurs années qu'on l'observe, comme ici en Suisse, à l'été 2011. À Chamonix, un sommet très connu incarne à lui seul le phénomène, les drues. En 10 ans, l'aspect de la montagne a complètement changé. Des pans entiers de la face ouest ont disparu. Et aujourd'hui, quand on regarde cette paroi, à la place de ce pilier Bonatti, eh bien, on a une grande traînée grise de 700 mètres de haut. Tous les ans à l'automne, les scientifiques scannent au laser les points sensibles du massif. Ils vont en sortir une image haute définition qui permettra de calculer la quantité de rochers tombés. Donc en fait, on va avoir un modèle 3D de la paroi. Donc on va pouvoir comparer d'une année sur l'autre, calculer les différences entre les deux. Et puis à partir de ça, ça nous permet de détecter donc, les événements qui sont produits, donc les chutes de blocs qui sont déjà tombées. Et d'année en année, cette surveillance se fait de plus en plus précise. À travers ces observations, il s'agit de détecter les zones fragiles susceptibles de s'effondrer. Ces effondrements surviennent le plus souvent à haute altitude, assez loin des habitations. Mais ils peuvent présenter un risque pour les alpinistes et pour certains ouvrages comme les refuges ou les remontées mécaniques. Non seulement ce type d'événement va se multiplier, mais les volumes devraient augmenter. Dans la mesure où on dégrade progressivement le permafrost jusqu'à de grandes profondeurs, des montagnes entières, des pans entiers de versants vont se déstabiliser. Au fil du temps, les scientifiques constituent un catalogue très détaillé de ces éboulements pour mieux les comprendre. Ils espèrent à terme aussi parvenir à mieux les prévoir. Enfin, notre site internet nous parle d'un important incendie qui s'est déclaré cet après-midi dans le parc des Écrins à Chantelouve, après le col d'Ornon, un incendie qui est sur le point d'être maîtrisé. Allez, dimanche soir, on chausse les crampons. Voici les sports avec Frédéric Lefrançois. On commence par le rugby. Frédéric, Grenoble est allé mordre la poussière à Toulouse. Oui, c'est même ce qu'on peut appeler une déculottée. Hier soir, Grenoble, effectivement, a été battu à Toulouse sur le score fleuve de 52 points à 12. Ça fait mal. Le FCG a encaissé la bagatelle de 8 essais. On va les voir en accéléré. Vous allez voir, c'est assez sympathique quand même. Le premier est signé Gaël Kikou pour Toulouse. Ensuite, les Grenoblois vont prendre l'eau de toutes parts. En accéléré, on a l'impression que l'arbitre n'a pas arrêté de siffler en fait. Le FCG va encaisser 5 essais en première période et 3 en deuxième. Mais Grenoble a quand même bien marqué 2 essais. Le premier signé Laurent Boucher après un gros travail des avants.
L'arbitre siffle pour Grenoble, le second par Gilles Bosch à la conclusion d'un joli mouvement. On écoute la réaction de Fabrice Landreau, très moustache et très réaliste au micro de nos collègues de France 3 Toulouse. On a vite compris que le ballon allait être difficile à conquérir simplement sur nos 2 touches perdues d'entrée, les 2 ballons perdus sur introduction. Donc là on s'est dit ce soir ça risque d'être quand même un peu compliqué. Soit on trouve la solution dans les 3 minutes, soit on risque de prendre une addition assez sévère et puis malheureusement l'addition a été très lourde. Toujours en rugby, mais dans une autre galaxie, on jouait la 6e journée de fédérale et Chambéry accueillait Bourg-en-Bresse. Les Savoyards, en jaune, à l'image, en jaune et noir, se sont inclinés sur leur terrain, score 12-22. Un essai encaissé au tout début de match et ensuite des coups de pied pénalité. Et puis, vous allez le voir, un drop assez remarquable marqué par les Bressans de plus de 50 mètres. Une sale défaite qui fait perdre la tête de la poule aux Chambériens. Le 15 Savoyard est désormais 3e à 4 points du leader. En attendant... Du côté, j'avais encore un petit score. Du côté de Vienne, c'était tout facile, Vienne. Vienne jouait à Romans et Vienne a perdu sur un score aussi sans appel, 48-20. Vienne est avant-dernier du classement. Je voulais vous parler maintenant de ski, plus précisément de ski cross, ou comment les tricolores se préparent avec une petite balle. Avec une petite balle, effectivement. Entre 2 stages sur les skis, eh bien, les membres de l'équipe de France de ski cross s'entraînent en jouant au squash. Nous avons rencontré cette semaine du côté de Grenoble et vous allez le voir, eh bien, c'est une activité certes inhabituelle, mais pas si étrangère que ça aux aptitudes de ces sportifs de très haut niveau. Tourne les épaules. Prépare ta raquette. Voilà, tire la raquette derrière. Tire la raquette. Voilà. Jean-Frédéric Chapuis qui troque ses planches contre le bois d'une raquette de squash. Entre 2 préparations en altitude, l'équipe de France de ski cross se retrouve à côté de Grenoble pour une séance un peu particulière. C'est une activité beaucoup plus ludique, on n'a pas forcément l'habitude de faire et puis ça convient bien à notre tempérament de joueur. Ça permet de se dépenser sans faire les choses bêtement, en prenant du plaisir aussi et c'est vachement important avant le début de la saison pour arriver l'esprit frais et conquérant. Et à 1 mois des premières courses, le groupe peaufine ici sa préparation physique. Beaucoup plus ludique que d'être autour d'un stade. Là en plus il y a un peu l'esprit compétition, donc après tout c'est ce qu'on recherche sur les skis, donc c'est vrai que c'est sympa. Appui très bref, petit déplacement, explosivité. Le squash, une activité qui n'est pas si anodine. Elle a été voulue par le staff de l'équipe de France de ski cross. Et entre ces 4 murs, les athlètes apprennent à travailler d'autres potentiels que le kiné de l'équipe a développé depuis quelque temps en marge de son activité. L'objectif, c'est toujours d'amener ces athlètes qui sont des athlètes de haut niveau sur des domaines d'expertise qu'ils n'ont pas. Développer de nouvelles fonctions, de nouvelles aptitudes et puis développer aussi en eux la capacité à s'adapter parce que le ski cross, c'est s'adapter en permanence à ce qui n'est pas prévu et de les mettre dans des activités qui sont un peu décalées par rapport à ce qu'on attend, c'est aussi les formater et les préparer à l'inattendu. Depuis le triplé historique en finale des JO de Sochi, le ski cross français frise la perfection. 15 podiums mondiaux la saison dernière, le globe de cristal pour Jean-Frédéric Chapuis. La densité de cette équipe de France ne faiblit pas, bien au contraire. En compétition comme en entraînement, ces bleus-là vivent bien ensemble. On se bat les uns contre les autres en course, mais c'est un peu ce qui fait notre force depuis 3-4 ans. Là, le groupe France, on a un gros collectif. Et il y a une grosse émulation, une grosse concurrence, mais je crois qu'elle est saine, donc ça nous pousse tous vers le haut. Une équipe soudée et une récurrence dans la performance que revendique le patron tricolore du ski cross. Dès le début, quand ils sont arrivés, c'était vraiment le 22 février 2014, Sochi. Et là c'est vrai que c'est clairement annoncé. On fait la préparation pour de nouveau réussir, faire du mieux aux Jeux de Corée. Et en attendant les JO de 2018 en Corée du Sud, le programme cette saison promet d'être bien chargé. Coupe du Monde, retour du ski cross aux X Games à Aspen fin janvier et l'espoir d'une nouvelle reconnaissance pour le ski cross tricolore.
Voilà. Pour refermer cette page ski, vous êtes décidément très bavarde ce soir, désolée. Valérie. Pour refermer cette page ski, eh bien, sachez que les équipes de France de ski freestyle, cette fois-ci, seront présentes sur le glacier de Tignes, et ce, jusqu'à la fin du mois. C'est à vous. On enfile ses petits patins pour le hockey sur glace. Direction la patinoire de Vaujany pour le tournoi international des 4 nations, un tournoi réservé aux moins de 20 ans. Il accueillait les équipes de Slovénie, Hongrie, Italie et France. Et devinez qui a gagné à la fin. Reportage signé Florine Eba et Maxime Kemener. Contrat rempli pour les Bleuets. Le travail entamé depuis le 25 juillet sous la coupe de leur nouvel entraîneur Dany Gélinard a visiblement payé. Avec 3 matchs et 3 victoires, les petits Français ont remporté le tournoi. Satisfait, mais pas rassasié. C'est-à-dire que c'était un objectif un petit peu de se mettre en mode championnat du monde. On a un petit peu travaillé sur les modalités, sur les règlements, la façon de fonctionner un petit peu par rapport au championnat du monde. Et j'ai demandé aux joueurs aussi de se mettre en mode championnat du monde par rapport au jeu, par rapport à la concentration. Je crois qu'on a franchi une marche. On n'est pas tout à fait rendu en haut, mais je pense qu'on avance. Et ils avancent tout droit vers les championnats du monde des moins de 20 ans. Ce sera mi-décembre à Megève. Alors ce tournoi de Vaujany était un bon test. Les Italiens l'ont appris à leurs dépens. Ils ont encaissé 5 buts à 1. Porter le maillot français, c'est toujours un honneur. Quand on le porte, on a envie de se battre, on veut le mouiller, on veut tout donner parce que c'est quand même un rêve pour chacun de le porter, de participer à ce mondial. Et là, le fait de remporter ce tournoi, ça apporte beaucoup de confiance à l'équipe. Ce résultat n'est pas un aboutissement, mais déjà une belle fierté pour ces jeunes espoirs du hockey français. Les conditions étaient idéales, stage et compétition sur place. À Vaujany, la patinoire réunissait tous les critères de réussite. On a un partenariat avec la fédération, on reçoit les équipes de France en préparation tout le long de l'année. On a fait un championnat du monde féminin l'hiver dernier avec la victoire de la France. Et on reçoit les Français ici à Vaujany pour un tournoi 4 nations avec la victoire des Français, à croire qu'on leur porte chance. Reste à savoir si Megève leur sera aussi bénéfique à partir du 12 décembre pour les championnats du monde des moins de 20 ans. Un mot de moto avec des nouvelles de Loris Bas, dernier tour de piste de la saison pour le pilote haut-savoyard qui a bouclé la saison sur une 19e place à l'occasion du Grand Prix de Valencia couru en Espagne. Loris Bas termine 17e au classement général de la compétition, remporté par l'Espagnol Lorenzo devant le Transalpin Valentino Rossi. Roulement de tambour, votre revue du web avec cette semaine encore de drôles d'oiseaux. Oui, façon au débit, la revue du web. Et puis effectivement avec une vidéo de Wingsuit qui fait froid dans le dos. Un plan séquence comme on aimerait en voir plus souvent. Et puis un gros délire made in Haute-Savoie. Pour voler au ras des pâquerettes, il faut d'abord prendre de la hauteur. La preuve avec Carlos Pedro Briceño, qui s'était lancé avec de bons amis de l'Aiguille du Midi à Chamonix pour un vol en wingsuit des plus vertigineux. Les prises de vue coupent le souffle. Les sensations et la vitesse sont en rendez-vous à chaque instant. Vol en canyon, en rase-motte au-dessus des forêts ou du glacier des Bossons, ça rime à chaque fois avec grand frisson. On appelle ça un one-shot ou un plan séquence dans la langue de Molière. Et celui-là est une petite merveille de réalisation. Cette vidéo met en scène Brandon Semenuk pour un run de 2 minutes 20 dans lequel le rider canadien expose son talent plein champ. 140 secondes sur un cadre, 140 secondes sans lâcher le cadre. Une synchronisation parfaite pour un résultat bluffant. Le making-of vaut aussi le déplacement. Direction Serre-Chevalier pour retrouver Jean-Baptiste Chandelier. Le parapentiste n'a pas résisté à l'envie de s'envoler pour profiter de sa vallée par la voie des airs. Au passage, dans un ciel sans nuages, il nous offre quelques instants de fun, mais surtout ces couleurs d'automne qui barbouillent notre quotidien depuis quelques jours. Faut en profiter, ça va pas durer. Aujourd'hui, ça va être la neige liquide.
Et on se quitte avec les farfelus au Savoyard des équipés sauvages. Débordant d'imagination, on les avait déjà croisés alors qu'ils skiaient sur des feuilles mortes. Cette fois, ils remettent le couvert avec du ski canyoning. Franchement, pour le canyoning, c'est ok. Mais pour ce qui est du ski, on se pose des questions. Dans ce grand délire ininterrompu, on a beaucoup aimé le passage consacré au fartage au reblochon, une recette unique pour assurer une bonne glisse. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, on a choisi le bon fartage. En adéquation avec la roche. Nickel. Voilà, fin de la connexion. Bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. Le fartage au reblochon, faut qu'on essaye, Frédéric. C'est connu quand même, c'est une vieille recette, mais moi je l'avais jamais vue encore comme ça, faite en direct. Ça doit être légèrement odorant. Si je puis me permettre, la recommandation de Monsieur Sport pour cette semaine? Oui, c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on termine, c'est même toujours comme ça que nous terminons cette page des sports du dimanche soir, ça s'appelle l'affiche. Et l'affiche que nous vous recommandons pour la semaine prochaine, c'est un match de hockey à un horaire assez inhabituel, 15h. Ce sera à Grenoble, les Brûleurs de Loups vont accueillir l'équipe de Morzine-Avoria-Léger. Actuellement, les Brûleurs de Loups sont 5e du championnat de Ligue Magnus. Morzine-Avoria-Léger avant-dernier. Donc autant dire que des deux côtés, on va vouloir gagner, marquer des points. Merci Frédéric. Alors après le reblochon et le hockey, passion, poisson maintenant. Un grand rendez-vous annuel des aquariophiles, les passionnés de poissons d'aquarium. C'était une bourse organisée à Champs-sur-Drac près de Grenoble par l'un des clubs les plus dynamiques de France. Cette 17e édition a attiré quelques 1000 visiteurs. Une passion qui est accessible aux débutants mais qui peut devenir très vite savante jusqu'à reproduire le milieu naturel. C'est ce que va nous expliquer Xavier Schmitt et Franck Serroni. Elle a 2 aquariums à la maison. Céline est une aquariophile expérimentée. Aujourd'hui, elle va à la pêche aux nouveaux spécimens. Elle recherche des scalaires, des poissons originaires de l'Amazonie. Pour les choisir, elle a l'œil et pas seulement sur les nageoires. Les nageoires dorsales et les branchies aussi, au niveau des yeux, que les muqueuses ne soient pas attaquées. Au niveau des maladies, ouais, je regarde tout. Ouais. C'est l'une des plus fameuses bourses aux poissons de compagnie. En un après-midi, elle attire 1 millier d'aquariophiles. Débutants ou chevronnés, ils disposent de dizaines d'espèces d'eau douce ou d'eau de mer, la plupart d'origine tropicale. On trouve même des coraux. Il faut copier l'élément marin de plus en plus. Alors, je suis plongeur depuis longtemps, bien sûr. Ça m'a beaucoup appris, surtout au début. Et puis, effectivement, j'y passe quand même 4 heures tous les soirs. Oxygénation, filtrage, chauffage de l'eau, les techniques se multiplient pour imiter le milieu naturel, y compris avec des plantes aquatiques. C'est bon pour la reproduction. C'est le but de l'aquariophile, tout faire pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se reproduisent et qu'ils perpétuent certaines populations, certaines espèces et qu'on puisse aussi lutter contre les prélèvements en milieu naturel. C'est aussi ça l'aquariophilie, c'est de l'écologie, c'est de l'environnement. Le silence, les couleurs ou les mouvements des poissons sont aussi une source de bien-être. Se mettre devant l'aquarium avec un peu de musique et quand on rentre du travail, c'est quand même sympa, quoi. C'est très zen ? Ouais, totalement, franchement. Les regarder se déplacer, je sais pas, ça vide un peu la tête et ouais, c'est agréable. Les aquariophiles sont décidément très mordus. Voilà, et puis ce rappel avant de se quitter, cet incendie qui a éclaté cet après-midi dans le parc des Écrins, au col d'Ornon, 3000 mètres carrés partis en fumée, un feu de forêt. Alors dans une zone montagneuse, déserte, il n'y avait pas d'habitation. Cet incendie est en passe d'être maîtrisé. Plus d'infos sur notre site internet alpes.france3.fr. C'est ainsi que s'achève ce journal avec de drôles d'oiseaux.